Alors voici une œuvre des collections du musée de Grenoble de l'artiste Georges Grosz, qui est un artiste allemand. Ce tableau s'intitule Rue à Berlin et il a été peint en 1931. Georges Grosz est connu pour avoir été un artiste dadaïste et une figure importante de l'art allemand de l'entre-deux-guerres. Il est un artiste engagé politiquement. La satire et l'ironie qu'il développe dans ses dessins et peintures apportent un regard acerbe sur la société de son époque, marquée par la Première Guerre mondiale, mais également par les faits politiques et les tensions sociales qui se déroulent en Allemagne dans les années 20 et au début des années 30. Engagé dans un combat politique à gauche, il donne une vision amère, caricaturant les figures qu'il condamne, comme les bourgeois, les responsables politiques et militaires, les tenant comme responsable des déchirures sociales dont il est le témoin, tout en condamnant les valeurs morales de son époque. Il décrit un monde où les puissants sont hideux, cupides et sans compassion envers les pauvres mis au banc de la société. Le monde se déchire bien souvent dans ses œuvres qu'il traite de manière vive à grands coups de traits et de pinceaux. Ici, l'artiste représente une fameuse rue à Berlin, ville dont il est natif et qu'il connaît très bien. Cette rue est remplie de personnages. Il faut prendre le temps de la regarder, tant l'esprit général et le rendu de l'œuvre peut sembler chaotique. On a au centre de ce tableau une première figure que l'on voit immédiatement, c'est celle d'une figure placée au centre de cette œuvre, qui est très présente, notamment parce que l'artiste lui a attribué un visage d'un rose marqué et de traits qui évoquent un caractère porcin et renfrogné. Elle est la figure de la bourgeoise, portant un cabas rempli de nourriture qui se traduit d'un point de vue moral par l'artiste, par un attachement aux valeurs matérielles teinté d'un égoïsme fort. Alors juste derrière la figure de cette femme apparaît un commis, figure du prolétaire, en plein labeur et reconnaissable notamment grâce à son tablier. Ces deux personnages sont à mettre en relation avec l'étalage d'une boucherie se situant juste au-dessus d'eux. Le parallèle entre l'étalage des morceaux de viande et la bourgeoise au village porcin est une vision cynique à rapprocher du thème mythologique de Circé. Grosz aimait ce genre d'allusion qu'il représentait par la métamorphose d'un individu se rapportant à ce qu'il mange, mais surtout à son caractère. Ce personnage souligne à sa manière la fracture entre riches et pauvres, entre nantis et laissés pour compte, thème majeur pour l'artiste à une époque où l'Allemagne est déchirée socialement et politiquement. À la droite de celle-ci, une autre femme nous fait face, plus éloignée. Elle apparaît en pied, dévoilant une partie de sa silhouette. Portant des vêtements clairs, elle est mise en valeur notamment par l'effet de contraste avec le fond et la perspective donnant sur un immeuble moderne se situant un peu plus loin. Elle porte une robe jaune à pois, un col à fourrure blanc, un chapeau bleu ainsi qu'un petit sac marron. Marque d'une élégance un peu outrancière par rapport au reste des personnages qui peuplent ce tableau. Son visage et son regard sont tournés vers le spectateur dans une attitude un peu aguicheuse et semble s'adresser au spectateur et nous prenant à partie.
Cette figure est d'autant plus accentuée qu'elle porte un maquillage bleu et les yeux, et sur les yeux aussi, un rouge à lèvres, soulignant l'importance qu'elle donne à son apparence. La proximité des voitures, dont on aperçoit les roues et quelques éléments de la carrosserie rapidement esquissés par l'artiste, accentue l'idée qu'elle attend tout en se montrant de manière ostensible. Nous avons affaire à la figure d'une femme qui se prostitue, à proximité de grosses voitures, appartenant notamment à cette époque, à des personnes d'une classe sociale élevée. Les traits esquissent les carlingues et donnent une idée des allées et venues des clients potentiels. Par cette image, Greuze condamne d'une autre manière les valeurs de son époque. Non pas qu'il porte un jugement moralisateur sur cette femme et ce qu'elle fait, ou est obligée de faire, certainement pour subvenir à ses besoins, mais bien sur la société qui l'oblige à vendre ses charmes. Elle est plus à voir comme une victime que comme une personne immorale. La partie gauche du tableau est occupée par trois personnages très distincts les uns des autres. Donc on a une femme de dos, donc c'est celui qui apparaît au premier plan, hein, sur cette partie gauche. La figure, c'est une figure passante, elle semble marcher d'un pas décidé, sa cambrure marquée faisant ressortir ce mouvement. Sa silhouette est élégante et porte des vêtements à la mode, un tailleur-robe, un chapeau-cloche. Sur son dos retombe un châle en fourrure et on peut voir sous son bras un petit parapluie ou peut-être une ombrelle. Ses accessoires ainsi que sa tenue sont autant de marqueurs qui l'identifient à un milieu aisé et à une classe sociale élevée de la société. Si l'on observe plus en détail ce personnage, on se rend compte de deux indices supplémentaires nous mettant également sur une autre voie. En effet, son bassin, que l'on voit donc de dos, est marqué par deux surfaces de vieux rose qui laissent apparaître l'anatomie de ses fesses. Ce trait accentue l'aspect moulant du vêtement et souligne d'une manière symbolique le manque de pudeur de la personne. Le peintre a souvent utilisé cet artifice qu'il assimilait à une posture vulgaire et dénonçait par là même une classe dirigeante qu'il jugeait méprisante et pleine d'autosatisfaction. Le second élément se trouve sur le châle en fourrure. En effet, si l'on essaye d'identifier l'animal en observant sa tête, il semble bien loin des visons et autres renards couramment utilisés sur ce genre d'accessoires. Mais il semble être plus facilement assimilable à celle d'un rat grossièrement représenté. Cette allusion est à comprendre comme une expression métaphorique dont la signification est péjorative. Elle dénonce une classe dirigeante indifférente aux réalités du monde, poursuivant sa route, tournant même le dos aux spectateurs que nous sommes. À proximité d'elle se trouve une autre figure fantomatique et irréelle, celle d'une silhouette habillée entièrement de noir et portant un rameau. Une femme, peut-être inspirée des veuves d'après-guerre, qui marche sans que personne s'en aperçoive. Elle porte en elle le signe de la mort triomphante.
plus à droite apparaît un autre personnage dont on ne voit que le chapeau, les lunettes et une partie du col de son manteau. Cette figure est paradoxalement très présente, notamment par son attitude d'observateur que l'on perçoit au travers de ses lunettes. Il est à la fois présent et semble vouloir rester caché, notamment grâce à son col relevé et son chapeau tel un témoin à part. En fait, cette figure est un peu comme l'image de Charlot, que l'on identifie rapidement. C'est celle du peintre qui se représente à l'intérieur de cette scène. Il a à plusieurs reprises dans différentes œuvres utilisé ces mêmes accessoires pour se représenter. Il apparaît comme faisant partie entièrement de cette scène qu'il traduit de manière expressive, dans un certain sens, avec un certain sens du réel, pour donner l'image d'une société marquée par le sentiment de malaise et de confusion. Georges Grosz fait partie de ces artistes qui ont souvent dénoncé les excès de son époque, tant en dénonçant les inégalités sociales que les travers d'une société et ses valeurs. Il a été la cible d'attaques de la part des classes dirigeantes qui lui ont reproché à maintes reprises les propos qu'il développait dans ses œuvres, qui étaient notamment pour ses dessins diffusés et connus au travers de nombreuses revues. Traîné en procès pour diffamation et blasphème, Grosz finira par quitter l'Allemagne et s'exiler en Amérique 2 ans après avoir peint cette œuvre. En janvier 1933, alors qu'il est tout juste arrivé à New York, Hitler devient chancelier. Aussitôt, son appartement est visité ainsi que son atelier est perquisitionné, certainement dans l'objectif d'une arrestation à laquelle, du fait, il a échappé. Alors j'ai proposé cette œuvre dans le cadre des rencontres avec Edmond Baudouin, que vous voyez en train d'esquisser ici un travail en relation avec le propos qu'on développe et surtout l'œuvre de Georges Grosz. Donc cette œuvre, c'est vrai que quand je lui ai proposé, c'est une œuvre qui m'est apparue immédiatement par rapport à son travail. Voilà, donc l'attention au monde réel, hein, donc cette idée d'être dans l'opinion publique et donc dans la société. Voilà. Et puis l'attention qu'il porte à l'humain, hein, c'était quelque chose, c'est une manière de traiter graphiquement aussi ses œuvres aussi, qui était très très important. Voilà. Le fait aussi que l'artiste soit présent dans son œuvre, puisqu'il y a un aspect autobiographique hein, chez Grosz, mais aussi dans beaucoup d'ouvrages que Edmond Baudouin a réalisés. Voilà. Et puis le fait aussi qu'il se soit expatrié a évoqué aussi, notamment pour moi, un des derniers ouvrages que Edmond Baudouin a pu réaliser sur les migrants dans la vallée de la Roya. La Roya est un fleuve. Donc cette idée, si vous voulez, qu'il y avait un engagement politique, une vision politique et sociale, m'a semblé vraiment très intéressante. Et par bonheur, il a été séduit par l'idée. Et on le voit exécuter donc un travail qui est en écho, en dialogue avec cette œuvre.
Bien, qu'est-ce que je fais là? J'essaye de... Oui, je recopie, mais je le mets peut-être un peu plus dans aujourd'hui. J'aime beaucoup les peintures de cet homme, de les questions qu'ils avaient après la fin de la guerre en Allemagne, mais qui était vrai aussi pour la France, qui était vrai pour le monde entier. Ce rapport de la misère et de la richesse. Alors simplement, qu'est-ce que j'ai fait là? Juste mis à la place de la boucherie. J'aurais aimé faire des belles filles là qu'on voit dans les mannequins, quoi. Voilà, j'aurais bien. Mais là, si je veux laisser la lumière, il faut que ce soit. Je peux pas mettre d'autres coups de pinceau. Peut-être ça se voit. C'est pas tellement la peine que je parle. Hein. Ça se voit ce que j'ai fait, je crois. Et c'était beau de le faire en même temps que Eric parlait, que Eric disait ce qu'il y avait sur la peinture de Grotz. C'était beau. Alors je me suis représenté, là, je ne sais pas si je me suis bien représenté, puisque lui s'est représenté, et moi je me mets dans tous les livres, alors pourquoi pas me mettre ici aussi? Oui. Eh bien, c'est fini, quoi, grosso modo. Mais si vous voulez, je continue. Hein. Je mets de la couleur, non, du blanc. Comment je peux faire? Comment je sens la chose, là, si je continue? Comment je sens la chose? La mort, oui, la mort, elle est partout, là. Elle est partout. C'est pas le Covid, la mort. La mort, c'est ce qu'on nous fait faire avec le... Où on va, là, aujourd'hui? Ça pose des tas de questions. Ça m'en pose, en tout cas. Qu'est-ce qu'il est sorti après les années? Il est parti aux États-Unis et puis en 1933, il est monté le nazisme. Alors qu'il était aux États-Unis. Non, je ne fais pas des comparaisons avec l'époque. Mais il se passe des choses. Il se passe des choses dans le monde entier aujourd'hui. On ne peut pas dire en France. Qu'est-ce qu'on va faire de ce qui se passe? Ça va être vers de la beauté. Lui, il montrait la misère et la richesse qui n'en avait rien à faire de la misère. Il le dénonçait. Mais aujourd'hui, on en est toujours là. On en est toujours là. Le pauvre, avec ses peintures, il n'a pas changé le monde. Et moi, avec les miennes non plus. Sûrement pas. Mais bon. Si... Peut-être on ne peut pas le changer, mais au moins de le... Comment dire? On ne peut pas changer le monde, mais on peut peut-être juste le peindre. Ouais. Juste le peindre, ce monde-là. Aussi. Voilà. Faites sens que c'est bien pour vous, c'est vous les artistes maintenant. On en a fait. Merci Eric. Merci. C'était beau de suivre sur ton... Je l'ai dit, hein, je crois. Hein. C'était beau de peindre. Il faudra le faire à New York la prochaine fois. Sans problème.